Bonjour Ibra Khadindiaï. Je suis heureux que je sois l'invité de ce jour. Je me présente Raymond Semedo, chercheur en sciences sociales. Après un long parcours dans la recherche en communication, en sciences d'éducation et aussi en psychologie clinique, je me suis orienté vers plutôt maintenant l'économie et notamment les assurances avant et maintenant l'immobilier. Je pense que cette affaire sur la situation qui prévaut au Sénégal sur le pétrole, il faudrait d'abord en rappeler la chronologie. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que cette affaire monte comme ça en vinaigre et que l'on puisse plus en tenir justement le bout. Donc je commencerai par une chronologie très brève. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Petrotim, c'est seulement sur les blocs Saint-Louis, offshore profond et Cayor offshore profond. C'est en 2012, l'inspection générale d'État, IGE, dans son rapport d'enquête 94-2012, suggérait à Macky Sall le retrait des permis octroyés à Petrotim par l'ancien régime, donc le régime d'Abdoulaye Wade. Donc cette affaire date déjà, est datée, disons, dans la vie politique et économique du Sénégal, parce qu'elle date vraiment du temps de Wade, à raison des irrégularités notoires qui entachent la validité de la convention signée avec Petrotim, qui en est le substrat. Le 23 mai 2012, M. Aliou Sall, frère du président Macky Sall, est mandaté par la société Petrotim et le 19 juin 2012, Macky Sall signe les décrets concernant les blocs donc offshore de Kayar et Saint-Louis en faveur de Petrotim, malgré la mise en garde de l'inspecteur général des finances. Et nous basculons après, le 4 juillet 2012, Aliou Sall crée Petrotim Sénégal, une société anonyme unipersonnelle, où donc il est le seul, avec un apport de 10 millions, d'aucuns parleront de 6 500 000. Donc sur cette question, ce n'est pas trop clair. Il est le seul actionnaire et propriétaire. Le 3 juillet 2014, Petrotim devient Timis Corporation. Personne ne sait qui est derrière Timis Corporation. Personne. Ni les journalistes, ni les enquêteurs, ni personne. Parce que c'est une société inscrite dans les paradis fiscaux. Et qui connaît les paradis fiscaux, c'est justement qu'il se passe toujours des choses pas trop claires. Donc le 25 août 2014, Petrotim devient Timis Corporation. Après avoir dépensé 19 milliards en cédant 60% de ses intérêts à Cosmos Energy Sénégal. En 2015, Cosmos Energy Sénégal met en évidence un jugement de gaz de 450 milliards de mètres cubes, ce qui est énorme, dans les deux blocs de Kayar et de Saint-Louis. Ainsi, Petrotim devient Timis Corporation, se retrouve avec 135 milliards de mètres cubes, donc 30% des actions restantes, soit l'équivalent de 600 milliards de francs après avoir dépensé seulement 19 milliards. Quel gain, quel profit, c'est énorme. Décembre 2015, Madame Nafi Ngom Keïta, le président de l'Office et la corruption OFNAC, annonce une enquête sur l'affaire Petrotim, où Aliou Sow, le petit frère, est accusé de réaliser un contrat pétrolier juteux. Le 25 juin 2016, Macky Sall signait le décret de limogeage de Mme Nafi Ngom Keïta, alors que son mandat s'est terminé normalement en mars 2017. Septembre 2016, l'OFNAC, dans son rapport d'activité 2016 par Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté, la remplaçante de Nafi Ngom, déclare l'enquête sur l'affaire Petrotim Sénégal, disons, complètement, qui est en cours, suit son cours. Le 15 septembre maintenant, le 15 octobre, pardon, 2018,
le nouveau rapport de l'OFNAC suit son cours dans l'affaire Petrotim qui impliquerait Alioune Sall, le frère du président Macky Sall, a été non élucidé par les services de Mme Diakhaté. L'épisode maintenant de Rufisque Offshore profond avec Total a conduit au limogeage du ministre Thierno Alassane Sall. Maintenant, l'épisode de Saloum Offshore avec le Roumain Ovidi est en cours. Touba aussi, où il y aurait un jugement important de gaz. Donc, nous sommes dans une chronologie manifestement bien ficelée, avec des dates, des moments, et justement une affaire qu'on appelle justement une affaire d'État, parce que le frère du président aurait en tout cas eu peut-être des informations avant de se lancer donc dans cette affaire du pétrole et du gaz. Et ces informations pourraient signifier aussi un délit d'initié, quelque part. Après, on parle de corruption. Mais est-ce que cette corruption, elle est active, elle est passive, ou c'est le jeu, un mécanisme ouvert entre justement Franck Timis et justement le frère du président? L'on ne saurait pas le dire. Déjà, il faut peut-être qu'on s'arrête un peu sur Timis déjà. Timis, chez nous, c'est le crépuscule. Donc en Wolof. Est-ce que nous ne sommes pas dans un crépuscule notoire pour le président Macky Sall? Pour la simple raison que cette affaire est en train de secouer tout le gotha politique sénégalais, et au-delà de nos frontières, on est en train, même sur le plan géopolitique, de dire que le Sénégal est menacé. Parce que ça peut être aussi une confrontation. Ça, c'est une intuition. Ce n'est pas quelque chose qui est sérieuse et réel, parce que ce n'est pas fondé sur la recherche. Mais c'est une intuition qu'on peut avoir. Est-ce que ce n'est pas une confrontation entre les Anglais et les Français, c'est-à-dire British et Total, par, disons, médias interposés? Nous ne pouvons pas le dire. Mais une chose est certaine, quand on trouve du pétrole quelque part, ce pays-là est toujours déstabilisé. Et le pétrole, c'est une malédiction qui ne développe pas un pays. Ça contribue souvent à enrichir une élite et à appauvrir les populations. Est-ce qu'on a sauvegardé les intérêts du Sénégal? Notamment dans cette période, disons, où on va manquer d'eau au Sénégal. On sait qu'il y a un fleuve qui quitte Saint-Louis, qui se déverse dans l'océan du côté de Cambérène, donc de ce côté-là. Mais est-ce que cette eau-là n'était pas plus importante que le pétrole? Faudrait-il peut-être le préserver, cette eau, et peut-être même l'exploiter en le mettant dans des bouteilles, le conditionner et le vendre à des prix justement à d'autres pays qui sont pétroliers, qui sont les pays arabes qui vont manquer d'eau. Et justement, c'était une idée qu'avait lancée Ifremer à l'époque, mais que l'État sénégalais n'a pas suivi. Donc nous allons gaspiller nos ressources aussi halieutiques, parce qu'on nous dit qu'il n'y aurait pas de pollution, mais on n'est pas trop sûr, parce que les bateaux déjà déversent dans les océans des tonnes de gaz ou d'hydrocarbures. On a vu la Mokokadis et d'autres désolations écologiques, d'autres désastres écologiques. Est-ce que nous sommes en mesure, nous, justement, de subir et de faire subir aux populations qui vivent de ces ressources, notamment les pêcheurs, une exploitation de ces ressources, justement, pétrolières, qui risquent de polluer nos fonds marins et de polluer aussi notre pays? Voilà, donc fondamentalement, la question n'est pas très très bien ficelée, parce que quand on exploite du pétrole, il faudrait d'abord créer des filières. Les filières, disons, au niveau scolaire, elles ne sont pas là. Les filières au niveau, justement, de la production, parce que si on exporte le pétrole vers d'autres pays qui vont le raffiner et nous le vendre, cela veut dire que nous, les retombées seront très très faibles pour notre économie. Faudrait-il au préalable préparer déjà nos cerveaux, préparer nos jeunes à cette filière et nous-mêmes créer des industries, ne serait-ce qu'au niveau des raffineries au Sénégal, pour pouvoir exporter ce pétrole qui nous rapportera un peu plus d'argent. Et ces ressources pétrolières, une partie pourrait être affectée à l'écologie,
et au développement aussi des nouvelles énergies comme le solaire. Mais tous ces plans-là ne sont pas en route. On voit un pays qui s'endette sans cesse, et pendant ce temps-là, des dirigeants, à un tour magique de main, peuvent s'enrichir à coups de milliards. Et c'est peut-être ça, qui est choquant aujourd'hui dans cette affaire. Mais, à part cette chronologie des faits, on a un autre problème qui se pose, c'est justement le déballement médiatique de cette affaire. Ce déballement, cet emballement médiatique peut être aussi risqué parce qu'on jette déjà un homme à la mer, sans pour autant voir tout ce qui tourne autour de cette affaire. Pour moi, il y a derrière l'affaire Alioune Sall la continuité des élections présidentielles. Pour la simple raison qu'on a accusé Macky Sall d'un hold-up électoral. Ces faits se sont avérés. Il y a eu effectivement de la triche électorale. Et on peut en parler parce que justement, on a vu que les cartes d'électeurs posaient problème à beaucoup de citoyens. Beaucoup de citoyens n'ont pas reçu leur carte d'électeur à temps, n'ont pas pu voter, ou bien quand ils ont reçu leur carte d'électeur, ils ont vu une mention derrière qui était notée, il ne peut pas voter. Et donc ça, ce sont des questions terrifiantes. Et on avait dépensé déjà 50 milliards pour les cartes d'électeurs. Et ces 50 milliards ne correspondent pas à la satisfaction des Sénégalais. Les Sénégalais n'ont pas été satisfaits de ces élections présidentielles qu'ils ont considérées comme un hold-up électoral réel. Après, que dire derrière ça? L'opposition aussi responsable, parce que derrière cette affaire, dès le début que Macky Sall a commencé à mettre des hommes comme Khalifa Sall en prison, à neutraliser notamment Karim Wade, c'est en ce moment-là que l'opposition devait dans son ensemble se retrouver et trouver un débat continuel, permanent, pour ne pas que les élections aient lieu. Mais ils ont accepté les élections ont eu lieu et on a vu que finalement, le camp était net, il y avait le camp Macky Sall, mais l'opposition avait aussi son camp avec derrière Idrissa Seck. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'était le camp Sedo contre le camp Pacho. Le camp Sedo, c'était pour se partager les richesses, et le camp Pacho aussi, c'était pour se partager les richesses. Donc, cette même boulimie financière existe des deux côtés, de l'opposition comme des partis gouvernants. Et tous ces nouveaux mouvements politiques sont sortis quand même de la cuisse de Wade, de la cuisse de Jupiter. C'est Wade qui a fait justement, qui a construit, disons, cette manière de faire la politique, où il disait que chaque Sénégalais avait un prix. Et les enrichissements massifs, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas des enrichissements, il n'y avait pas de détournements, il y a toujours eu des détournements au Sénégal, notamment l'élimination de Mamadou Dia, la fonction du président du Conseil. Il y a une continuité dans l'État, en tout cas, des détournements publics. Ce qui s'est passé avec l'affaire Alioune Sall, rapport sénégalais, là, ne sert finalement à rien, même voler, ça ne le fait pas. Il y a eu donc depuis la fin de Mamadou Dia, après l'élimination de Mamadou Dia par Senghor, en tout cas une course effrénée justement à l'enrichissement, mais en ce moment-là, les dirigeants, disons, volaient des millions. Sous Wade, on a entendu des sommes faramineuses, c'est des milliards et des milliards. Et les Sénégalais ne voient jamais la fin de l'histoire. C'est une histoire continuelle. Et pourtant, Wade, dès le 19 mars 2000, avait laissé entendre que sa première bataille, c'était la lutte contre la corruption. Et Abdou Diouf avait mis en place la loi 83-51 du 10 juillet 1981. Cette loi contre l'enrichissement illicite n'a jamais été appliquée. Pour la simple raison que Abdourahmane Sow, qui était à la caisse de dépôt et à la caisse de péréquation et de stabilisation, après avoir été plusieurs fois ministre, est tombé sur le dossier où quand même les enfants d'Abdou Diouf à la caisse de péréquation étaient impliqués. Donc on a fait la loi et finalement on n'a jamais pu mettre quelqu'un aux arrêts.
Et sous Abdou Diouf avait fait une note sérieuse contre Adama Sall, l'ancien directeur de la SOTRAC, et aussi qui a dirigé la foire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a jamais été poursuivi après plusieurs malversations, détournements et fautes de gestion très graves où le détournement a été réellement marqué. Il n'a jamais été poursuivi. Wade l'a récupéré avec Idrissa Seck pour en faire le président du conseil régional de Matam. Donc cela veut dire que l'impunité chez nous paye. Dans le cas d'Alioune Sall, il ne faut pas jeter le bébé, disons, dans le fleuve, sans que la justice ne passe. Il faut que la justice passe. Et il ne faut pas que l'État empêche la justice de faire son travail. Le premier magistrat d'un pays, c'est le président de la République. Ce côté régalien, il ne faut pas qu'il l'oublie. Même si c'est son frère, il faut qu'il laisse la justice travailler. Mais on a vu que tous les gouvernements de la République ont fait des entraves justement aux différents procureurs de la République et justement à la loi pour que la loi ne passe pas, pour que le droit ne se dit pas. Et on peut mesurer ça très rapidement. Basile Senghor, qui était quand même un brillant juriste, a eu Mme Wade en face, qui lui a dit d'arrêter le procureur qui enquêtait sur l'affaire justement de son président, du président qui gérait justement son sorte d'ONG. Et justement, Basile Senghor était obligé de trouver des moyens pour que la justice, le procureur ne fasse pas son travail. Et ça, c'était sous Wade et c'était quelque chose qui est acté. Et donc, toute la procédure qu'il y a eu au Sénégal jusqu'à présent, il y a eu des procureurs à qui on a empêché de faire le travail. Et l'Assemblée nationale avait montré que justement, un pays où la justice ne fait pas son travail, mais il va falloir à ce niveau-là que les Sénégalais arrivent à changer la vision de ce pays, parce que la vision, c'est quand même, il y a des cumuls partout, le cumul de mandats, cumul de portefeuilles, cumul de places, d'activités, etc. Bon, comment on peut être maire, président du conseil de la caisse de dépôt et consignation, directeur de société, etc., etc. On avait reproché tout ça à Karim Wade. On appelait Karim Wade ministre du ciel, de la terre et de tout ce que l'on veut. Mais actuellement, on a comme l'impression que la famille Macky Sall est en train de reproduire le même schéma que Wade, c'est-à-dire la famille d'abord et les Sénégalais après. Or, le Sénégal, on doit quand même inscrire ça à l'ordre du jour. Gouverner, c'est servir le Sénégal et pas se servir. Et on voit que justement le népotisme, en s'installant durablement dans notre pays, a gangréné l'économie du Sénégal, a fait du Sénégal un pays aujourd'hui complètement corrompu. Et on voit dans tous les domaines, justement, non seulement le népotisme, mais aussi le communautarisme s'installer. Comment se fait-il que justement dans les nominations et autres décisions, parce que le président de la République a le pouvoir discrétionnaire de nommer qui il veut, mais son choix souvent est porté sur des personnes qui sont toujours originaires de son ethnie et en majeure partie justement des gens qui étaient de la paire, de son clan, qui l'ont appuyé. Et ces personnes n'ont jamais été poursuivies. Le directeur du port, il est parti, il n'a jamais été poursuivi. Les problèmes du Prodac, etc., Mbeïna, on n'a jamais eu une lumière aujourd'hui. Et tant d'autres problèmes aujourd'hui au Sénégal, les Sénégalais sont restés sur leur faim, ils n'ont pas, disons, une vue sur l'issue de ces questions. Donc, je pense que la justice doit passer pour tout le monde. Le Sénégal est un pays qui a accepté d'être une république. Une république n'est pas une monarchie. Il ne peut pas y avoir des passe-droits, des gens qu'on met en prison pour un oui, pour un non, et des gens capables de faire tout ce qu'ils veulent et de se balader librement dans le pays. Donc tous les régimes du Sénégal ont protégé, disons, leurs partisans. Avant, sous le PS, on avait le parti État. Sous Abdou Diouf, État-parti. Et sous Abdoulaye Wade, le tout PDS. Et il nous a donné, en tout cas, une illusion politique où les religieux étaient présents, où nous devons être dans un communautarisme religieux, où il a appuyé la communauté essentiellement mouride, et en oubliant que le Sénégal
c'est une fraternité au-delà des confréries. Toutes les confréries doivent être représentées dans ce Sénégal-là. Et ce danger, Macky Sall est en train de le reproduire dans le communautarisme. Alors il y a des gens qui commencent à s'inquiéter en disant mais qu'est-ce qui arrive aux Africains? Il y a eu le Rwanda, mais ça ne leur sert pas d'exemple. Il y a eu le Biafra, ça ne leur sert pas d'exemple. Et justement, nos ressources sont toujours pillées. Et ce pillage de nos ressources, c'est parce que justement, nos dirigeants, quand ils sont au pouvoir, n'ont pas de stratégie et ne mettent pas de stratégie pour que justement, que les Africains puissent exploiter eux-mêmes ces ressources-là. Et parce que justement, dans ce débat, souvent, les gens qui dirigent, les dirigeants ont détesté les chercheurs, les intellectuels, les cadres, tout ce qui pouvait être différent, ils les ont détestés, ils les ont même haïs. Des fois, moi je donne un simple exemple, un intellectuel de dimension internationale à l'époque, sous Dia et Senghor, avait refusé d'arbitrer sur le conflit Dia et Senghor. C'était feu René François Dieng, un brillant intellectuel. Depuis lors, Senghor l'avait écarté à l'université et toute sa vie, presque, il est resté à l'université alors que celui-là pouvait servir un grand destin pour le Sénégal et pour l'Afrique. Cela veut dire que justement, il n'y a pas d'autre réalité. Cette réalité-là, c'est qu'il faudrait que les politiques travaillent avec les intellectuels, les cadres, et qu'on puisse définir un canevas. Quel est le canevas? Le premier canevas, c'est que l'économie ne doit pas être une histoire politique. Ça doit être une histoire de consensus. Il faudrait que l'on gère notre pays avec des grands consensus sur l'économie. Nous ne devons pas perdre. Si nous devons perdre, c'est parce que justement, on oriente notre perte. C'est nous-mêmes qui l'orientons et c'est nous qui donnons le bâton pour qu'on nous frappe. Parce que si les gens viennent prendre des parts de marché chez nous, on a vu aujourd'hui, tous les groupes économiques dans la distribution française sont présents au Sénégal. Carrefour, Auchan, tous les grands groupes. Les groupes pétroliers aussi sont présents. Mais quelle est la stratégie d'un gouvernement africain pour être présent ici en France? Les Chinois ont eu une stratégie pour être présents en France, notamment dans tout ce qui est textile, dans tout ce qui est le cuir, etc. Et c'est aujourd'hui qui domine ce marché-là sur toute l'Europe. Nous, depuis les indépendances, nous sommes dans les pays européens. On a une immigration forte, mais on a une immigration justement qui est tournée à aider l'Afrique. Et jusqu'à présent, l'immigration soutient le développement du pays, mais il n'y a rien pour créer des richesses pour les immigrés ici en France. Et donc ça, c'est le premier point. Et on sait que dans les comptes bancaires, toutes les banques peuvent le vérifier, ce sont les immigrés qui soutiennent l'économie du Sénégal. Il faut libérer les forces économiques. Les forces économiques, c'est la jeunesse et les femmes. Et il faut le faire très rapidement parce que notre développement, ce n'est plus d'exporter notre jeunesse vers les pays développés. C'est de maintenir notre jeunesse, de les former, de leur donner du boulot localement en créant des filières de développement industriel. Ces filières, comme je le rappelais tout à l'heure, il y a beaucoup de secteurs dans le BTP aujourd'hui qui importent tout le matériel. Mais il suffit justement que les gens puissent créer de la recherche et développement et créer des filières qui débouchent sur des activités industrielles. Si on a des Sénégalais dans les filières des batteries solaires, de l'énergie solaire, pourquoi ne pas créer cette filière-là au lieu d'importer des lampes solaires en payant une société justement des sommes faramineuses pour monter seulement des lampes solaires sur l'aéroport de Diass? On aurait pu faire différemment, c'est-à-dire former nos jeunes à l'énergie solaire, les faire revenir et justement créer une filière dans le solaire parce que nous sommes le pays le plus ensoleillé du monde à part la Californie. Et donc nous avons en tout cas quelque chose à démontrer de ce côté-là. Et l'énergie qu'on va avoir offshore doit servir à créer des centrales solaires pour que nous soyons plus dépendants justement des énergies fossiles. Parce que jusqu'à présent, la balance de paiement du Sénégal, si elle est exhaustive, c'est parce que justement nous importons trop d'hydrocarbures.